L'année est 2011. Le silence dans la grotte de Valombre est une chose vivante. Une pression palpable contre les tympans. C'est un silence ancien, profond, brisé uniquement par le goutte à goutte incessant de l'eau sur la pierre calcaire. Un son qui mesure les siècles, plutôt que les secondes. Dans ce noir absolu, le faisceau d'une lampe frontale découpe un cercle de lumière dans l'obscurité, révélant des parois humides, qui scintillent, comme si elles étaient incrustées de diamants. C'est ici, à plus de 100 mètres sous la surface du Causse, que Léo Martin, un jeune spéléologue de 22 ans, avance avec une concentration extrême. Chaque pas est calculé, chaque prise est testée. Il n'est pas seulement un visiteur dans ce monde souterrain. Il est un intrus dans un royaume qui n'a jamais connu le soleil. Un lieu où le temps lui-même semble être figé. Léo n'est pas un explorateur ordinaire. Alors que la plupart des spéléologues se contentent des galeries répertoriées et sécurisées de Valombre, lui est attiré par l'inconnu, par les passages étroits que les cartes ignorent. Il est obsédé par la légende locale d'Elara Dubois, la cartographe disparue, et il se sent investi d'une mission. Aller là où personne, peut-être même pas elle, n'a osé aller. Il se contorsionne maintenant dans un boyau particulièrement difficile, une fissure dans la roche que l'on nomme, elle, étreinte du titan. Le frottement de sa combinaison contre la pierre, le son rauque de sa propre respiration amplifié par l'acoustique de la grotte, tout cela crée une symphonie de l'effort et de la solitude. Il est à la limite de ses capacités, repoussant les frontières de l'exploration connue. C'est alors que son faisceau lumineux accroche quelque chose d'anormal. Dans ce décor minéral, où tout est nuance de gris, de brun et de blanc cristallin, une forme se détache. Ce n'est pas une concrétion, ni un rocher à la silhouette étrange. C'est un objet au contour trop régulier, une anomalie géométrique dans le chaos naturel de la grotte. Une tache sombre, presque noire, coincée dans une anfractuosité juste au-dessus du niveau de l'eau stagnante d'un petit siphon. La curiosité l'emporte sur la prudence. Un frisson, qui n'a rien à voir avec le froid humide de la caverne, parcourt son échine. Que peut bien faire un objet manufacturé dans une section de la grotte considérée comme vierge depuis des décennies voire des siècles? Avec une précaution infinie, Léo se rapproche, ses mouvements ralentis par la tension. Il identifie l'objet, une sacoche en toile caoutchoutée, un modèle ancien, manifestement conçu pour être étanche. Elle est fermement calée, entre deux formations de calcite, presque fusionnées avec la paroi, par une fine couche de sédiments déposés par le temps. Son état de conservation est miraculeux. La toile, bien que rigide et couverte d'une pellicule de limon, semble intacte. Une question lancinante s'impose à son esprit, comment cette sacoche a-t-elle pu arriver ici, dans ce passage si reculé, et si difficile d'accès? Et surtout, depuis combien de temps attendait-elle dans cette obscurité silencieuse, gardienne d'un secret oublié? Il lui faut plusieurs minutes d'efforts patients pour la dégager de son étau de pierre. Le tissu craque légèrement, un son sacrilège dans le silence de la grotte. Une fois libérée, il la tient dans ses mains. Elle est étonnamment lourde. Ce n'est pas un simple sac abandonné. Il y a quelque chose de substantiel à l'intérieur. Son cœur bat à tout rompre, un tambour dans le grand vide souterrain. Les fermoirs métalliques, corrodés mais fonctionnels, résistent. Il doit forcer un peu, ses doigts engourdis par le froid glissant sur le métal. Chaque seconde d'attente semble étirée, amplifiant le mystère. Qu'allait-il trouver? Les restes d'un équipement? Ou quelque chose de bien plus personnel, de bien plus signifiant? L'ouverture de la sacoche libère une odeur de renfermé, un souffle d'air emprisonné depuis une autre époque. À l'intérieur, protégé par une doublure encore souple, se trouve un carnet de terrain. Un carnet à la couverture noire, de type Moleskine, légèrement gondolé par l'humidité ambiante mais remarquablement préservé. Léo l'extrait avec une délicatesse quasi religieuse. Sur la première page, une écriture élégante et assurée, tracée à l'encre de Chine, ne laisse aucune place au doute. Elara Dubois, géologue cartographe. Le nom frappe Léo comme un éclair. Ce n'est pas n'importe quel carnet. C'est celui de la femme disparue en 1993, l'Arlésienne de la spéléologie locale, celle dont le fantôme hante encore la grotte de Valombre. Feuilleter les pages est comme remonter le temps. Le carnet est un chef, œuvre de rigueur scientifique. Chaque page est un entrelac de croquis topographiques d'une précision inouïe, de relevés géologiques, de notes sur la composition des roches, de mesures d'hygrométrie et de température. Et Lara N. n'était pas une simple exploratrice. Elle était une scientifique qui dialoguait avec la grotte, cherchant à en percer tous les mystères. Ses notes sont claires, méthodiques, presque vivantes.
Léo a l'impression d'entendre la voix de cette femme à travers ses écrits, de sentir sa passion et sa détermination. C'est un document intime et puissant, le témoignage silencieux d'un esprit brillant face à l'immensité souterraine. Il arrive à la dernière page noircie par L. Écriture. La carte qui s'y trouve est inachevée, les lignes s'arrêtant brusquement. Elle représente une galerie qui n'existe sur aucune carte officielle, mais que Léo reconnaît immédiatement. C'est le passage exact où il se trouve. Son regard est alors attiré par le tout dernier point marqué sur le papier. Il est différent des autres. Appuyé avec plus de force, comme pour marquer une découverte capitale, ce n'est pas un symbole topographique standard. C'est une figure étrange et délibérée, un petit triangle parfaitement dessiné, lui-même inscrit à l'intérieur d'un cercle. Un code, un signe, un message pointant vers un emplacement précis, quelque part plus loin dans le noir. Ce symbole est une énigme, le point final d'une histoire interrompue il y a 18 ans. Pour Léo, le froid de la grotte prend une nouvelle dimension, plus sinistre, plus profonde. Ce carnet n'est pas une simple relique du passé. C'est le testament d'Elara Dubois, sa dernière volonté consignée sur le papier. La découverte de cet objet transforme instantanément son expédition. Il n'est plus un simple spéléologue en quête de sensations fortes. Il est devenu, sans le vouloir, le dépositaire d'un secret qui a dormi dans les entrailles de la Terre pendant près de 2 décennies, et ce dernier point sur la carte est la clé qui pourrait enfin révéler ce qui est vraiment arrivé à la cartographe perdue de Valombre. Le bureau de Julien Dubois était un sanctuaire de lignes droites et de certitudes mesurables. Architecte de profession, il vivait dans un monde de plans, de calculs et de structures solides. La grotte de Valombre et le nom de sa sœur, Elara, appartenaient à un autre univers. Un passé douloureux qu'il avait soigneusement scellé derrière un mur de rationalité et de travail acharné. Pourtant, cet après-midi de septembre 2011, un simple appel téléphonique fit s'effondrer cette structure. Un jeune homme, un spéléologue du nom de Léo Martin, parlait avec une voix hésitante mais insistante. Il disait avoir trouvé quelque chose. Quelque chose qui avait appartenu à Elara, dans une section de la grotte que l'on croyait inexplorée. Le monde ordonné de Julien se fissura instantanément, laissant entrer un courant d'air glacial venu de 18 ans en arrière. La voix à l'autre bout du fil était jeune, presque respectueuse, mais chaque mot qu'elle prononçait était une déflagration dans le silence de la vie de Julien. Grotte de Valombre, sacoche étanche, carnet de terrain, ces termes étaient des fantômes. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds, les plans sur son écran d'ordinateur devenant flous. Il avait 40 ans maintenant. Mais en un instant, il redevint l'adolescent désemparé qui avait attendu, jour après jour, que sa grande sœur revienne de sa dernière expédition. L'enquête officielle avait conclu à un accident, un éboulement, un corps perdu à jamais dans les entrailles de la Terre. Une conclusion nette, clinique. Mais cette voix au téléphone suggérait une autre possibilité, une histoire inachevée, qui refusait de rester enterrée. Ils se donnèrent rendez-vous dans un petit café impersonnel en périphérie de la ville. Léo Martin, un jeune homme au regard franc et visiblement intimidé, posa sur la table une sacoche en toile caoutchoutée, encore maculée de boue séchée. L'objet semblait irréel, une relique sortie des profondeurs du temps. Il dégageait une odeur âcre de terre humide, de minéral et de solitude. Julien fixa la sacoche, incapable de la toucher pendant un long moment. Était un fragment tangible de sa sœur, un objet qui avait partagé son dernier voyage dans l'obscurité. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, de retourner à sa vie ordonnée, mais une force plus puissante, une loyauté née dans l'enfance, le clouait sur sa chaise, le forçant à affronter ce spectre du passé. La première chose qui frappa Julien lorsqu'il posa enfin les mains sur la sacoche fut le froid. Un froid profond, un froid de pierre et d'eau souterraine, qui semblait être imprégné dans le tissu au fil des années. Ses doigts, habituellement si stables pour tracer des lignes parfaites, tremblaient légèrement en effleurant la surface rugueuse. L'objet était lourd, d'un poids disproportionné qui, était pas seulement matériel, mais aussi symbolique. Il contenait le silence de 18 années, l'attente, les questions sans réponse, le deuil jamais achevé. Ce était pas seulement un sac. Était une capsule temporelle, un message dans une bouteille jetée non pas à la mer, mais dans les abysses de la terre, et il était le seul destinataire. Les fermoirs métalliques, rongés par la corrosion, cédèrent avec un grincement plaintif. Un son qui déchira le brouhaha feutré du café. Une bouffée d'air confiné, la laine de la grotte, échappa de l'ouverture. À l'intérieur, protégé par une doublure encore étonnamment souple,
se trouvait un unique objet. Un carnet de type Moleskine, à la couverture noire. Julien le reconnut immédiatement. Son cœur manqua un battement. Il se souvint du jour où il le lui avait offert pour son 28e anniversaire, quelques semaines seulement avant sa disparition. Il se rappelait sa joie, la façon dont elle avait caressé le papier en disant « Celui-ci sera pour la grande découverte, mon petit frère. » La grande découverte. Les mots résonnèrent dans son esprit, avec une ironie tragique. Avec une précaution presque religieuse, il ouvrit le carnet. Sur la première page, Larel, écriture d'Elara. Nette, précise, pleine d'assurance. Elara Dubois, géologue cartographe. Voir ces lettres tracées de sa main fut un choc plus violent encore que la découverte elle-même. C, était-elle. C, était sa voix. Son essence, capturée dans l'encre. C, était comme si 18 années de silence venaient de voler en éclats, pour laisser place à un murmure venu d'outre-tombe. Les larmes qu'il avait cru taries depuis longtemps lui montèrent aux yeux, brouillant les mots. Le deuil, qu'il avait réussi à transformer en une cicatrice sourde, se rouvrit, vif et douloureux comme au premier jour. Il était plus l'architecte, il était à nouveau le petit frère qui avait perdu son héroïne. Il tourna les pages, une à une, ses doigts effleuraient les croquis topographiques d'une finesse incroyable, les relevés géologiques complexes, les notes méticuleuses sur la faune cavernicole. Tout dans ce carnet respirait la compétence, la passion et une rigueur scientifique absolue. Et Lara Neus-Haas était pas perdue. Une personne capable d'une telle précision. En 1993, Elara Dubois était pas une simple aventurière, elle était une force de la nature, un esprit scientifique logé dans le corps d'une exploratrice infatigable. À 28 ans, elle possédait une réputation qui dépassait déjà les cercles de spéléologues de la région. Géologue de formation, cartographe par passion, elle voyait dans les entrailles de la Terre non pas des ténèbres angoissantes, mais un livre d'histoire à déchiffrer. La grotte de Valombre était son projet ultime, un labyrinthe légendaire, à la fois redouté pour son instabilité et convoité pour ses secrets. Pour Elara, cartographier Valombre était pas un travail, était un dialogue intime avec le temps géologique, une quête pour donner forme et sens à un monde souterrain qui défiait la compréhension humaine, depuis des siècles. Sa méthode de travail était le reflet de sa personnalité, méticuleuse, quasi obsessionnelle. Avant chaque expédition, elle passait des semaines à étudier les cartes existantes, aussi parcellaires soient-elles, à interroger les anciens du village, à compiler des données sur la pluviométrie et la composition des sols. Son équipement était toujours impeccable, chaque mousqueton vérifié, chaque corde inspectée. Elle ne laissait rien au hasard. Cette rigueur contrastait violemment avec la nature chaotique et imprévisible de la grotte elle-même. Était précisément ce défi qui la fascinait. Imposer l'ordre de la science et de la raison au désordre primordial de la pierre et de l'eau, transformer un danger potentiel en une connaissance tangible et transmissible. Pour son jeune frère Julien, alors un adolescent de 15 ans, Elara était une figure mythique, une héroïne des temps modernes qui partait à la conquête de mondes inconnus. Il vivait par procuration ses aventures, buvant chacune de ses paroles à son retour, fasciné par ses récits de galeries scintillantes et de rivières souterraines. Leur lien était profond, forgé dans une admiration sans borne de sa part, et une affection protectrice de la sienne. Quelques semaines avant sa dernière descente, pour son anniversaire, il lui avait offert ce fameux carnet noir, un Moleskine, en lui disant maladroitement que qu'était pour qu'elle puisse y dessiner ses trésors. Elle l'avait serré dans ses bras, promettant d'y consigner sa plus grande découverte. La région de Valombre, en surface, était un paysage de contraste. D'un côté, une nature sauvage et préservée, des causses calcaires et des forêts profondes. De l'autre, l'ombre omniprésente d'Alain Bernard, et de son complexe industriel. Bernard était un notable local, un patriarche qui avait bâti sa fortune sur l'exploitation des ressources locales. Il était à la fois le plus grand employeur de la région et une figure autoritaire, dont l'influence étendait bien au-delà des murs de son usine. Les terrains surplombant l'entrée principale de la grotte de Valombre lui appartenaient, un détail qui, à l'époque, semblait anodin, mais qui était en réalité une pièce maîtresse de échiquier. Officiellement, la mission d'Elara était financée par un obscur consortium local, pour évaluer le potentiel touristique de la grotte. La version publique était simple. Créer une cartographie précise et sécurisée des galeries accessibles. Était une couverture parfaite. Une explication logique qui satisfaisait la curiosité de tous. La dangerosité de la grotte, bien réelle,
servait d'ailleurs de justification à la lenteur du projet, et aux précautions extrêmes, prises par la jeune femme. Personne ne remettait en question le récit d'une scientifique passionnée se consacrant à son art. La vérité cependant, était enfouie bien plus profondément que les galeries qu'elle explorait, car Elara avait des doutes. Lors de ses premières incursions, des détails avaient attiré son attention de géologue. Des indices subtils, invisibles pour un simple spéléologue. Des traces de coloration suspectes dans les sédiments d'un ruisseau souterrain. Des relevés de pH de l'eau qui ne correspondaient pas à la géologie calcaire environnante. Intriguée, elle avait commencé à mener une enquête parallèle, discrète. Sa mission de cartographie était devenue un prétexte pour une investigation environnementale. Elle soupçonnait que la grotte, avec son réseau complexe et ses siphons profonds, servait de décharge clandestine pour des déchets industriels toxiques. Une hypothèse monstrueuse dans cette région qui vantait sa nature immaculée. Le matin de sa dernière expédition, en juin 1993, l'atmosphère était celle d'un jour ordinaire. Elle avait vérifié son matériel une dernière fois, le carnet noir glissé dans la poche intérieure de sa combinaison. Elle avait embrassé Julien sur le front, lui promettant de revenir dans quelques jours, avec une carte qui changerait tout. Il n'y avait dans sa voix aucune trace de peur, seulement la concentration et l'excitation palpable d'une scientifique, sur le point de confirmer une hypothèse majeure. Elle n'allait pas simplement dessiner une carte, elle allait révéler un crime, et elle savait que les preuves qu'elle cherchait se trouvaient dans la partie la plus reculée, et la plus dangereuse du réseau. Les jours passèrent, puis une semaine. L'inquiétude monta, devenant une angoisse palpable, qui serra le cœur de sa famille et de la petite communauté. Les équipes de secours, menées par la gendarmerie locale, furent déployées. Elles fouillèrent les galeries connues pendant des semaines, se heurtant à des éboulements récents et à des passages inondés. Finalement, en août 1993, les recherches furent officiellement abandonnées. La conclusion tomba, froide et administrative. Mort accidentelle, corps probablement enseveli sous des tonnes de roches, ou emporté dans un siphon inaccessible. L'affaire fut classée. Pour le monde, Elara Dubois était devenue une victime tragique de sa propre passion. Pour Julien, elle laissait un silence assourdissant, et une question qui le hanterait pendant les 18 années à venir. En 1993, l'empire d'Alain Bernard était à son apogée. Pour les habitants de la vallée, il était plus qu'un industriel. Il était un patriarche. Le bienfaiteur qui avait sauvé la région du déclin économique avec son usine de traitement chimique. Il finançait le club de football, rénovait la église, offrait des emplois stables à des générations de familles. Son image publique était celle d'un homme austère mais juste, un bâtisseur qui avait su dompter les ressources locales pour le bien de tous. Pourtant, derrière cette façade respectable, se cachait une volonté de faire, et un contrôle absolu. Bernard régnait sur la région non pas comme un maire, mais comme un suzerain. Ses décisions, qu'elles concernent l'urbanisme ou les affaires locales, avaient force de loi. Les terrains surplombant la grotte de Valombre lui appartenaient, un détail géographique qui lui conférait une position stratégique, un poste d'observation, sur tout ce qui entrait et sortait de ce monde souterrain. La mission officielle d'Elara, financée par un consortium de développement touristique dont Bernard était un membre discret, était une couverture parfaite. Elle devait cartographier les premiers kilomètres du réseau pour une éventuelle exploitation. Était une tâche noble et dangereuse qui justifiait son isolement et le temps qu'elle y consacrait. Mais en secret, Elara menait sa propre guerre. Ses premières analyses de l'eau dans les siphons avaient révélé des anomalies troublantes, des traces de solvants chlorés et de métaux lourds qui n'avaient rien à faire dans un écosystème calcaire. Son carnet de terrain N n'était pas seulement un recueil de cartes, il devenait un dossier d'accusation. Chaque mesure, chaque prélèvement était une pièce à conviction contre un crime environnemental, qu'elle devinait d'une ampleur colossale, orchestré par l'homme le plus puissant de la région. Dans le village, les avis sur Elara Dubois étaient partagés. Pour beaucoup, elle était une tête brûlée, une citadine venue défier des forces que les locaux avaient appris à respecter et à craindre. La grotte de Valombre N n'était pas un simple trou dans la montagne. Était une entité vivante. Un lieu de légende où des bergers et des curieuses étaient perdus pour ne jamais revenir. On racontait que la grotte avait une mémoire, et qu'elle n'aimait pas être dérangée. Cette superstition ambiante, mêlée à une admiration pour son courage, créait un climat parfait pour que sa disparition soit interprétée comme une fatalité. Elle avait cherché les limites, et la montagne les lui avait rappelées. Personne n'imaginait alors que le danger le plus mortel ne venait pas de la pierre, mais des hommes qui marchaient à la surface.
Les dernières conversations entre Elara et Julien furent chargées d'une tension que l'adolescent ne comprit que bien plus tard. Elle lui parlait de dragons modernes qui empoisonnaient la terre, de trésors cachés, qui n'étaient pas faits d'or mais de vérité. Elle lui avait montré des échantillons d'eau dans des fioles, lui expliquant avec une terminologie scientifique complexe que l'eau de la grotte était malade. Pour Julien, était une nouvelle facette du jeu d'aventure de sa sœur. Il ne saisissait pas la gravité de ses propos, mais il sentait son obsession, sa détermination qui confinait parfois à la fièvre. « Si je trouve ce que je cherche, Juju, lui avait-elle dit en rangeant son carnet noir, ça fera plus de bruit qu'un éboulement. » Était une promesse, et une prophétie involontaire. La menace qui pesait sur Elara était double, et c'est ce qui rendait sa mission si périlleuse. D'une part, il y avait les dangers objectifs de la spéléologie en terrain instable. Les passages étroits, les siphons imprévisibles, le risque constant éboulement ou d'une crue soudaine. Elle était formée pour y faire face, son expertise était sa meilleure assurance vie. Mais l'autre menace, la menace humaine, était bien plus insidieuse. Elle savait qu'en s'attaquant aux activités d'Alain Bernard, elle ne défiait pas seulement un industriel. Elle s'opposait à un système entier, à un réseau d'hommes qui lui devaient leur gagne-pain, leur loyauté, et qui seraient prêts à tout, pour protéger leurs protecteurs et les secrets qui l'enterraient. Dans ce monde souterrain, loin de tout témoin, sa vie ne tenait qu'à un fil, et ce n'était pas la corde de son baudrier. Lorsque l'alerte fut donnée, les recherches furent menées par la gendarmerie locale, sous la supervision d'un jeune adjudant prometteur, Michel Fournier. Dès le début, l'enquête sembla orientée. La thèse de l'accident fut immédiatement privilégiée, presque imposée. Alain Bernard, en tant que propriétaire des terres et citoyen concernés, offrit son aide, ses hommes, ses ressources. Sa présence était constante, son influence palpable. Chaque rapport semblait confirmer la dangerosité extrême du site, chaque témoignage d'experts soulignait l'imprudence d'une exploration en solitaire, dans des zones non répertoriées. On parla d'un éboulement récent, qui aurait bloqué une galerie critique, une explication simple, plausible, et surtout, commode. Elle coupait court à toute autre forme d'investigation, scellant le destin d'Elara, dans la roche et dans les esprits. La preuve qui clôtura officiellement l'affaire, fut la découverte d'une partie de son matériel, un piolet et quelques mousquetons, au pied d'un important ébouli dans une galerie bien en deçà de la zone qu'elle était censée explorer. Était la confirmation matérielle que tout le monde attendait. La grotte l'avait prise. L'affaire fut classée avec une rapidité qui, rétrospectivement, semblait suspecte. La douleur de la famille fut respectée, mais aucune place ne fut laissée au doute. La narration officielle était simple et tragique. Une jeune femme passionnée, victime de son audace. Cette version des faits arrangeait tout le monde. Elle offrait une conclusion à la famille, évitait une psychose dans la région, et surtout, elle garantissait que personne n'irait plus jamais fouiller dans les profondeurs de Valombre, là où les vrais secrets commençaient à peine. Ainsi pendant 18 ans, la vérité est restée figée dans le temps, comme l'eau des gourds de la grotte. Alain Bernard a continué de prospérer, sa réputation intacte, son secret bien gardé. La grotte de Valombre est devenue un lieu maudit, son entrée symboliquement scellée par la tragédie. Et Julien Dubois a grandi, construisant sa vie d'adulte sur les fondations d'un deuil inachevé, avec le souvenir d'une sœur héroïque et la blessure lancinante de questions sans réponse. Le silence qui s'est abattu en 1993 était aussi profond et lourd que celui des cavernes explorées par Elara. Il a fallu près de 2 décennies, et la curiosité d'un jeune spéléologue, pour qu'un simple carnet à la couverture noire vienne enfin briser ce silence et faire trembler les murs de mensonges. Le chagrin initial de Julien, une vague paralysante de douleur et de nostalgie, commença lentement à se cristalliser en une détermination froide et tranchante. Il ne pouvait pas simplement ranger ce carnet dans une boîte, avec les autres souvenirs d'Elara. Cet objet n'était pas une relique du passé, mais une question posée au présent. Il recontacta Léo Martin, le jeune spéléologue, non plus avec la voix tremblante d'un frère endeuillé, mais avec celle d'un homme en quête de réponse. Il lui proposa de travailler ensemble, de décortiquer chaque page, chaque symbole, chaque note. Léo, fasciné par le mystère et animé d'un profond respect pour la mémoire d'Elara, accepta sans hésiter. Pour Julien l'architecte, habitué à ce que chaque ligne ait un sens, le carnet de sa sœur était devenu le plan d'une structure cachée, et il était résolu à en révéler les fondations, quel qu'en soit le prix. Conscient que sa quête personnelle nécessitait une légitimité officielle, Julien prit la décision la plus difficile. Se rendre à la gendarmerie. Il entra dans le bâtiment austère,
le carnet précieusement enveloppé dans un dossier cartonné sous son bras. L'odeur de désinfectant et de café froid, le son des claviers et des conversations feutrées, tout lui semblait appartenir à un monde étranger. Face à l'officier de permanence, il prononça des mots qu'il n'aurait jamais pensé dire, « Je voudrais rouvrir une affaire classée. La disparition de ma sœur, Lara Dubois, en 1993. » Le regard du gendarme fut poli, mais teinté de cette lassitude professionnelle réservée aux vieilles histoires, aux douleurs familiales qui refusent de cicatriser. Julien sentit le poids du scepticisme, mais il tint bon, sa conviction aussi solide que le béton qu'il coulait dans ses projets. Il fut reçu par la capitaine Sophie Renaud, une femme d'environ 35 ans, au regard direct et à l'attitude pragmatique. Elle écouta son récit avec une attention patiente, sans l'interrompre, son visage ne trahissant aucune émotion particulière. Pour elle, C.C. était une procédure familière, un membre de la famille, des décennies plus tard, apportant un nouvel élément souvent plus sentimental que factuel. Elle examina la sacoche et le carnet avec des gants, notant mentalement les détails pour son rapport. Rien dans son attitude ne laissait présager qu'elle prenait l'affaire au sérieux. Pour Julien, ce détachement clinique était à la fois une insulte à la mémoire de sa sœur et son seul espoir. Il avait besoin de cette froideur procédurale pour transformer son intime conviction en une vérité irréfutable. La première fissure dans le mur de scepticisme apparut lors de l'analyse de la carte. Sur un grand écran dans une salle de réunion aseptisée, la dernière page du carnet d'Lara fut affichée en haute résolution. Le symbole sauta aux yeux de tous. Un triangle équilatéral parfait, inscrit dans un cercle. Ce N était pas un croc. La capitaine Renaud se pencha vers elle, écran, son scepticisme initial visiblement ébranlé par elle, étrangeté de l'image. Ce symbole, si net, si intentionnel, n'avait rien à faire sur une carte géologique. Il ne représentait ni une doline, ni un avène, ni aucune autre formation karstique connue. C était un message, une balise. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro mémorisé. « Professeur Dutilleul ? J'ai quelque chose pour vous. Un cas un peu particulier. J'ai besoin de votre expertise en symbologie et en cartographie historique. » C'est tiré d'un carnet de terrain de 1993, retrouvé dans la grotte de Valombre. Un silence s'installa dans la pièce, uniquement troublé par le bourdonnement du projecteur. Pour la première fois depuis que Julien avait franchi la porte de son bureau, Sophie Renaud sentait que cette vieille histoire N était pas seulement une tragédie familiale, mais la pièce manquante d'un puzzle bien plus complexe et bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Pour Julien, voir ce symbole projeté en grand sur le mur blanc était une expérience viscérale. Ce N était pas seulement de l'encre sur du papier. C était la dernière pensée de sa sœur, son ultime geste conscient avant que le silence ne l'engloutisse. Il se souvenait de la manière dont Lara utilisait des codes personnels dans ses notes, des petits signes que seul comprenait. Ce triangle cerclé était nouveau, mais il portait sa signature, sa précision, son besoin de laisser une trace indélébile. C était un cri silencieux à travers les âges, une affirmation qu'elle n'avait pas été victime du hasard ou de la fatalité. Elle avait trouvé quelque chose. Quelque chose d'assez important pour risquer de créer un nouveau symbole, un point final à sa propre histoire. Une vague de fierté douloureuse submergea Julien, mêlée à une angoisse grandissante. Il savait maintenant qu'il ne cherchait plus un corps, mais une vérité. Le rapport du professeur Dutilleul arriva par courriel moins de 24 heures plus tard, concis et sans appel. Le symbole n'appartenait à aucun code cartographique connu, ni ancien, ni moderne. Sa construction géométrique parfaite, un triangle équilatéral inscrit dans un cercle, évoquait plutôt une signalétique de danger ou de confinement, comme celles utilisées dans les domaines industriels ou militaires, pour marquer une zone spécifique. La nature de ce symbole est délibérément occulte, écrivait l'expert. Il ne s'agit pas d'informer, mais de marquer un emplacement pour soi-même, tout en s'assurant qu'il ne soit pas compris par un non-initié. C'est la signature d'un secret. Pour la capitaine Renaud, ces mots firent l'effet d'une détonation. La thèse de l'accident venait de s'effondrer. Et Lara Dubois n'avait pas seulement exploré, elle avait enquêté. L'investigation se concentra alors sur le contenu textuel des dernières pages du carnet. Sophie Renaud ordonna une analyse approfondie, non seulement des écrits visibles, mais aussi des marges, des impressions laissées sur les pages suivantes, de toute trace qui aurait pu être laissée. Les techniciens du laboratoire de la gendarmerie passèrent le carnet sous différentes longueurs d'onde de lumière,
cherchant des encres invisibles, ou des annotations effacées. Chaque mot, chaque chiffre, fut retranscrit et entré dans une base de données. Était un travail fastidieux, presque archéologique. Julien, présent lors de certaines de ces manipulations, regardait ses experts en blouse blanche disséquer le dernier vestige de sa sœur, avec un mélange de fascination et de malaise. Il avait l'impression qu'il profanait un objet sacré, tout en sachant que était le seul moyen de lui rendre justice. La révélation la plus fracassante vint du laboratoire de chimie, où un expert avait été chargé d'interpréter les formules et les relevés qui parsemaient les dernières entrées. Le verdict fut stupéfiant. Les notes d'Elara ne décrivaient pas la composition naturelle de la roche calcaire. Elles listaient des concentrations anormalement élevées de solvants chlorés, de trichloréthylène, de chrome hexavalent, et d'autres composés typiques des déchets industriels hautement toxiques. Ces relevés sont incompatibles avec l'environnement géologique de Valombre, concluait le rapport. Ils suggèrent une contamination massive et délibérée d'une source d'eau souterraine. La vérité éclata alors dans toute son horreur. Elara ne cartographiait pas la grotte pour le tourisme. Elle traquait un crime environnemental d'une ampleur inimaginable, utilisant son expertise pour documenter une décharge sauvage cachée dans les entrailles de la Terre. Les mots du rapport firent écho dans l'esprit de Julien, réveillant des souvenirs qu'il avait classés comme des fantaisies d'adolescent. Il se revit dans la cuisine, écoutant Elara lui parler avec une flamme sombre dans le regard de l'eau malade de la grotte, et des dragons modernes qui empoisonnent la terre. À elle, époque, il avait souri, pensant qu'elle poétisait ses aventures. Aujourd'hui, il comprenait la signification littérale et terrifiante de ces métaphores. Sa sœur, N, était pas seulement une scientifique, elle était devenue une lanceuse d'alerte, seule contre un ennemi invisible et puissant. La culpabilité le frappa de plein fouet. La culpabilité de ne pas avoir compris, de ne pas avoir mesuré le danger qu'elle courait. Sa quête de vérité se teinta d'un besoin de rédemption. Il devait finir ce qu'elle avait commencé. Pour la capitaine Renaud, le puzzle prenait forme. Le mobile était désormais clair, et il était sordide. Elara Dubois avait été éliminée non pas à cause de ce qu'elle explorait, mais à cause de ce qu'elle avait découvert. La grotte de Valombre N n'était pas son tombeau accidentel, mais la scène d'un crime, et le lieu où les preuves de ce crime étaient dissimulées. Son regard se tourna inévitablement vers l'homme qui possédait les terres surplombant la grotte en 1993, et dont l'usine de traitement chimique avait fait la fortune et la réputation, Alain Bernard. Il n'y avait encore aucune preuve directe le reliant à la disparition, mais il était désormais le suspect numéro 1. L'affaire changeait de dimension, passant d'un cold case à une potentielle conspiration criminelle impliquant l'homme le plus influent de la région. Armée de cette nouvelle hypothèse, Sophie se plongea dans les archives départementales et les registres de la gendarmerie de l'Al, époque. Elle cherchait une anomalie, un événement, n'importe quoi qui pourrait corroborer la chronologie des découvertes d'Elara. Et elle le trouva. Un rapport d'incident succinct, presque anodin, daté du 12 juin 1993, le lendemain de la dernière entrée enregistrée d'Elara dans la grotte. Le document faisait état d'une intrusion nocturne et d'un incident de sécurité mineur, sur le site de l'usine Bernard, près d'une zone de stockage arrière. L'affaire avait été classée sans suite, l'intrus n'ayant jamais été identifié. Un incident mineur? Ou le moment précis où le secret d'Alain Bernard et le destin d'Elara Dubois étaient heurtés dans l'obscurité, scellant son sort à jamais. Le rapport d'incident de 1993 concernant l'usine Bernard agit comme un détonateur. Pour la capitaine Renaud, l'affaire Elara Dubois n'est plus un cold case, mais une enquête pour homicide en cours. Elle reclassifie officiellement le dossier, changeant la dynamique de son équipe. Le scepticisme initial laisse place à une tension palpable, une concentration électrique. Chaque gendarme impliqué comprend que cette affaire n'est pas une simple tragédie du passé. C'est un crime dont l'auteur, puissant et influent, est toujours en liberté, et a probablement bénéficié de complicité. Le nom d'Alain Bernard n'est plus une simple hypothèse, il est désormais écrit en lettres capitales au centre du tableau d'investigation, cible principale d'une enquête qui vient de prendre une dimension explosive, menaçant de faire s'effondrer l'édifice de respectabilité de toute une région. Sophie Renaud lance une offensive administrative et financière. Elle demande officiellement les archives comptables de l'entreprise Bernard Chimie pour la période 1990 à 1995. Elle ne cherche pas une preuve directe, mais une anomalie, une ligne de dépenses suspecte, un contrat de nettoyage de site exorbitant, un versement à une société de sécurité privée inconnue. C'est une pêche au chalut dans un océan de paperasse, mais elle sait que les crimes les plus violents laissent souvent des traces subtiles dans les bilans financiers. Elle se heurte immédiatement à un mur de résistance juridique. Les avocats de Bernard,
alertés, invoquent des clauses de confidentialité, des délais de prescription, créant un labyrinthe bureaucratique conçu pour décourager et ralentir. Pour Sophie, cette obstruction féroce est un aveu en soi. Pendant ce temps, Julien s'immerge corps et âme dans le carnet de sa sœur. Chaque nuit, il déchiffre les notes, compare les cartes, tente de penser comme Elara. Il n'est plus l'architecte cartésien. Il est devenu l'héritier d'une quête inachevée. Il ressent une connexion presque mystique avec elle, une fierté immense pour son courage et son intelligence, mais aussi une angoisse sourde, en mesurant l'ampleur du danger qu'elle a affronté seule. Le carnet, cet objet froid et humide, devient une relique vivante, un dialogue posthume. Il comprend que pour honorer sa mémoire, il ne suffit pas de trouver son corps. Il doit exposer la vérité qu'elle a découverte, faire tomber le dragon moderne qu'elle décrivait, quel que soit le risque. Sa quête de deuil s'est muée en une mission de justice. La première menace ne tarde pas. Un soir, en rentrant chez lui, Julien trouve une enveloppe blanche glissée sous sa porte. À l'intérieur, pas de lettres, juste quelques mots découpés dans un journal et collés sur une feuille. Certaines grottes doivent rester fermées. Laissez les morts en paix. Le message est anonyme, impersonnel, et c'est précisément ce qui le rend terrifiant. Ce n'est pas une explosion de colère, mais un avertissement froid, calculé. Quelqu'un l'observe, connaît ses habitudes, sait qu'il est la force motrice derrière la réouverture de l'enquête. Une vague de peur glaciale le submerge, mais elle est rapidement remplacée par une fureur froide. Ils ne l'ont pas seulement menacé, ils ont insulté la mémoire d'Elara. À cet instant, tout doute s'efface. Il ira jusqu'au bout. Sophie Renaud prend la menace contre Julien, avec le plus grand sérieux. Elle ordonne une surveillance discrète de son domicile, mais elle sait que ce n'est qu'une mesure préventive. Le message est clair. Leur enquête dérange, et leurs adversaires sont prêts à passer à l'intimidation directe. Cette escalade confirme qu'ils sont sur la bonne voie, qu'ils se rapprochent du cœur du secret. Lors d'un briefing tendu avec son équipe, elle insiste sur les nouvelles règles de sécurité. L'affaire a franchi un seuil critique. Il ne s'agit plus de résoudre un crime vieux de 18 ans, mais d'affronter une organisation active, locale et dangereuse, qui n'hésitera pas à protéger son patriarche et ses secrets par tous les moyens nécessaires. Le danger n'est plus une abstraction, il est devenu physique et imminent. Quelques jours plus tard, la menace se fait plus personnelle, plus agressive. Un matin, Sophie découvre les 4 pneus de sa voiture personnelle, garés devant chez elle, lacérés. Sur le pare-brise, un oiseau mort, un corbeau, a été déposé. La symbolique est macabre et sans équivoque. C'est un message qui lui est directement adressé. Ils connaissent son visage, son adresse, son véhicule. L'acte vise à l'isoler, à lui faire comprendre que son statut de gendarme ne la protège pas, que l'influence de Bernard s'infiltre partout, jusque dans sa sphère la plus privée. C'est une tentative de la déstabiliser, de lui instiller la peur au quotidien, de lui rappeler que dans cette vallée, certaines règles tacites sont plus fortes que la loi qu'elle représente. Loin de l'intimider, cette attaque personnelle galvanise la détermination de Sophie. Son professionnalisme se teinte d'une colère froide et implacable. Elle comprend que la protection du secret de Bernard n'est pas la seule motivation. Il s'agit de préserver un ordre établi, un système de pouvoir et de peur, qui a régné sur la région pendant des décennies. L'enquête se déplace alors d'un seul homme, Alain Bernard, à son réseau. Qui sont ses obligés, ses anciens employés loyaux? Les notables locaux qui lui doivent leur position? Elle lance une nouvelle série de vérifications, croisant les registres du personnel de l'usine, les listes électorales, les membres des conseils d'administration locaux. Elle ne cherche plus seulement un meurtrier, mais une conspiration. Dans cette toile d'araignée, Sophie sait qu'elle doit trouver le maillon faible. Son attention se porte sur un nom qui revient constamment dans le dossier de 1993. Michel Fournier, l'adjudant de gendarmerie qui a dirigé les recherches et conclu à l'accident. Son rapport final était lapidaire, ses conclusions étonnamment rapides. Aujourd'hui à la retraite, Fournier vit dans un petit village isolé, loin du faste de la côte. Sophie a une intuition, Fournier N. n'était pas un gendarme incompétent, son dossier de carrière le prouve. Il a donc été contraint de se taire. Elle décide de lui rendre visite, espérant que 18 années de silence ont fait peser un poids suffisant sur sa conscience, pour qu'il accepte enfin de parler. Julien exige de l'accompagner. Il a besoin de se confronter à l'homme qui a officiellement enterré sa sœur une première fois. Le trajet en voiture vers le village de Fournier est lourd de tension. Le paysage familier de son enfance, les collines verdoyantes et les routes sinueuses, semblent désormais hostiles, chaque virage pouvant cacher une menace.
La paranoïa, alimentée par les menaces récentes, s'installe. Chaque voiture qu'il croise est un potentiel observateur. Pour Julien, ce n'est pas seulement un déplacement, c'est une incursion en territoire ennemi. Il se prépare à affronter non seulement le passé, mais aussi les fantômes que Michel Fournier a été forcé de garder sous silence pendant près de 2 décennies. Il trouve Michel Fournier dans son jardin, un homme voûté, aux épaules tombantes, qui semble porter le poids du monde. À 68 ans, il n'est plus que l'ombre du gendarme qu'il était. Sa maison est modeste, presque négligée, un contraste saisissant avec la richesse insolente d'Alain Bernard. En voyant le véhicule de la gendarmerie, et le visage de Sophie, puis en reconnaissant les traits des Dubois sur le visage de Julien, un voile de panique passe dans ses yeux. C'est un regard de bête traquée, suivi d'une résignation infinie. Il semble que, d'une certaine manière, il attendait ce jour depuis 18 ans, avec un mélange de terreur et d'un secret espoir de délivrance. La confrontation initiale est un échec. Fournier, la voix chevrotante, récite la version officielle de 1993, comme une leçon apprise par cœur. Un tragique accident, la grotte est dangereuse, nous avons fait tout notre possible. Il refuse de croiser le regard de Julien. Mais la présence silencieuse et accusatrice du frère de la victime est une torture morale insoutenable. Finalement, à bout, il s'effondre sur une chaise de jardin. Les larmes coulent sur ses joues ridées. Sa voix n'est plus qu'un murmure brisé. On m'a ordonné d'arrêter. Lâche-t-il enfin? Il y avait d'autres traces de pas près de son dernier campement. Des bottes d'homme, pas les siennes. On m'a dit de ne rien voir, de ne rien écrire dans le rapport. C'est l'aveu. La première brèche dans le mur du silence, la preuve irréfutable que l'enquête a été délibérément sabotée. Les aveux de Michel Fournier, murmurés entre 2 sanglots dans le silence de son jardin négligé, résonnèrent dans l'habitacle de la voiture de gendarmerie, comme le glas d'une innocence perdue. Pour Julien, chaque kilomètre qui les ramenait vers la ville, était un pas de plus, vers une vérité plus sombre et plus complexe qu'il ne l'avait jamais imaginée. La thèse de l'accident était un mensonge confortable. La réalité était une conspiration active, une obstruction à la justice orchestrée depuis les plus hautes sphères locales. Ce N était plus seulement Alain Bernard, l'industriel véreux, qu'ils affrontaient. C était un système, un réseau de loyauté et de peur tissé sur des décennies, dont l'ancien adjudant Fournier N était que le premier maillon brisé. La colère de Julien se mêlait désormais à une prise de conscience glaciale. Pour faire taire sa sœur, on avait corrompu la loi elle-même, et cette corruption pouvait encore être à balle, œuvre. De retour à la brigade, la capitaine Renaud transforma immédiatement le témoignage oral de Fournier en une déposition officielle. L'homme, épuisé mais soulagé d'un poids qu'il, elle, écrasait depuis 18 ans, détailla avec une précision douloureuse les pressions subies. Il parla d'appels téléphoniques de sa hiérarchie, de conseils amicaux, lui suggérant de se concentrer sur la thèse de l'aile, éboulements, d'insinuations sur l'avenir de sa carrière s'il se montrait trop zélé. Il nomma un de ses supérieurs de l'aile, Époque, un capitaine aujourd'hui décédé, connu pour ses parties de chasse avec Alain Bernard. Le puzzle s'agrandissait. La conspiration N était pas seulement le fait d'un homme et de ses sbires, elle avait bénéficié d'une complicité passive, voire active, au sein même de l'institution chargée de protéger les citoyens. L'affaire Elara Dubois devenait un scandale potentiel menaçant de jeter l'opprobre sur toute la gendarmerie locale de l'Aile. Époque. Avec cette confirmation d'une enquête sabotée, Sophie Renaud se replongea dans le dossier original de 1993, ses yeux cherchant le détail que Fournier avait été forcé d'ignorer, les empreintes de bottes d'homme. Le rapport, comme prévu, n'en faisait aucune mention. Cependant, dans une annexe contenant des notes manuscrites non versées au dossier principal, elle trouva une observation griffonnée puis barrée. Empreinte semelle crantée type travail/sécurité. Taille 44 approx. Ce N était pas la signature d'un spéléologue. C était la trace d'un ouvrier, d'un homme de chantier. Sophie lança immédiatement une recherche dans les archives du personnel de l'usine Bernard Chimie. Elle voulait la liste de tous les employés du service de sécurité et de maintenance de 1993, avec un focus sur ceux dont la loyauté envers le patron était notoire et qui chaussaient du 44. Un nom ne tarda pas à émerger des listes poussiéreuses. Jean-Luc Moreau. Ancien chef de la sécurité de l'usine, il était la garde rapprochée de Bernard, son homme de l'ombre. Réputé pour sa brutalité et sa loyauté sans faille, il était craint par les autres employés.
Mais le détail le plus troublant fut découvert par un des gendarmes de Sophie spécialisé en analyse financière. Moreau avait quitté l'entreprise 6 mois après la disparition d'Elara, officiellement pour « raisons personnelles ». Il avait bénéficié d'une prime de départ extraordinairement généreuse, un parachute doré versé non pas par l'usine, mais par une société holding basée au Luxembourg, appartenant indirectement à Alain Bernard. Était le prix du silence, la récompense pour un travail bien fait. Jean-Luc Moreau N. était plus une simple hypothèse, il devenait le suspect principal, le bras armé du crime. La traque de Jean-Luc Moreau commença. L'homme, aujourd'hui âgé de 70 ans, semblait s'être volatilisé. Il avait vendu sa maison dans la région peu après son départ de l'usine, et vivait depuis en reclus. Les enquêteurs finirent par retrouver sa trace dans une petite commune isolée des Cévennes, à plusieurs centaines de kilomètres de Valombre. Il vivait modestement, dans une maison isolée, ne fréquentant personne. Un fantôme. Cette discrétion absolue, pour un homme qui avait autrefois aimé l'autorité et l'intimidation, était en soi suspecte. Il se cachait. Pour Sophie Renaud, il était clair que Moreau était la clé de voûte de l'affaire. Il était celui qui avait laissé les empreintes, celui qui avait affronté Elara dans l'obscurité de la grotte. Le trouver et le faire parler devenait l'objectif prioritaire. Étau se resserrant, la riposte du clan Bernard devint plus vicieuse et personnelle. Un soir, en rentrant chez lui après une longue journée passée à éplucher les plans de la grotte avec Léo, Julien découvrit que son appartement avait été visité. La porte n'avait pas été forcée, la serrure avait été crochetée par un professionnel. Rien n'avait été volé, le désordre était subtil, mais le message, lui, était d'une violence inouïe. Sur son lit, soigneusement étalé, se trouvaient de vieilles photographies de famille. Au centre, un portrait d'Elara, souriante, lors de son diplôme. La photo avait été lacérée au cutter, le visage rayé d'une croix. Était une profanation, une attaque psychologique calculée pour le briser, pour lui faire comprendre qu'il pouvait atteindre ce qu'il avait de plus cher, même ses souvenirs. Cette violation de son intimité la plus profonde fit basculer Julien. La peur, un instant paralysante, se mua en une rage froide et déterminée. Ils n'avaient pas seulement menacé sa vie, ils avaient sali la mémoire de sa sœur, piétiné le dernier refuge de son deuil. Il appela immédiatement Sophie, non plus avec la voix d'une victime, mais avec celle d'un combattant. Ils ont franchi une ligne, capitaine. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Pour lui, la quête de vérité était devenue une guerre personnelle. Hillman était plus seulement le frère cherchant à comprendre. Il était l'exécuteur testamentaire de la justice qu'Elara n'avait jamais eue. Il était prêt à tout risquer, car il sentait que s'il reculait maintenant, il la perdrait une seconde fois. Sophie Renaud, elle aussi, sentit la pression monter d'une manière plus insidieuse. Son supérieur hiérarchique la convoqua pour un entretien informel. Sans jamais mentionner l'affaire directement, il lui parla des équilibres fragiles de la région, de l'importance de ne pas rouvrir de vieilles blessures inutilement, et des conséquences politiques d'une enquête visant un homme comme Alain Bernard, toujours influent malgré sa retraite. Le message était clair, on lui conseillait de ralentir, de ne pas faire de vagues. Sophie comprit que le réseau d'influence de Bernard N. était pas une relique du passé. Il était toujours actif, capable de murmurer à l'oreille des bonnes personnes, de faire jouer les amitiés et les dettes anciennes. Elle était de plus en plus seule. C'est alors qu'un appel inattendu parvint à la gendarmerie. Un vieil homme, un paysan à la retraite qui avait vécu toute sa vie en bordure du plateau de Valombre, demanda à parler à la responsable de l'enquête du bois. Refusant de donner son nom par peur, il raconta d'une voix tremblante qu'en juin 1993, une nuit, en rentrant tard, il avait vu une camionnette qu'il connaissait bien, celle de Jean-Luc Moreau, garée près d'un sentier isolé menant à un accès secondaire de la grotte, un passage connu seulement de quelques chasseurs locaux. Assez tard, époque, la peur de Moreau et de son patron l'avait réduite au silence. Mais en apprenant dans le journal local que l'enquête était rouverte, sa conscience l'avait rattrapé. Ce témoignage était une bombe, il plaçait le suspect numéro 1 sur une scène de crime potentiel, la nuit de la disparition. Pendant ce temps, Julien, obsédé par la carte, eut une révélation. En superposant les relevés géologiques détaillés d'Elara avec les cartes topographiques modernes, il remarqua une incohérence majeure à l'endroit exact où Fournier avait vu les empreintes. Les notes d'Elara décrivaient une strate de roches sédimentaires spécifique, mais les rapports de l'Aile, époque parlaient d'un éboulis de roches métamorphiques, un type de pierre qui n'existait pas naturellement dans cette partie du réseau.
La conclusion s'imposa à lui avec la force d'une évidence. Le passage Hens était pas effondré. Il avait été bouché, scellé, avec des roches venues d'ailleurs. Un mur de pierre délibérément construit, pour cacher ce qui se trouvait derrière. Le symbole du triangle cerclé ne marquait pas une découverte, il marquait un point de non-retour, une porte condamnée. Forte de l'ensemble de ces éléments, les aveux de Fournier, l'identification de Moreau, la piste financière, le nouveau témoignage et l'hypothèse technique de Julien, Sophie Renaud savait qu'elle tenait enfin un dossier solide. Elle ne pouvait plus se contenter d'interrogatoires ou de recherches d'archives, elle devait aller voir par elle-même, derrière ce mur. Elle rédigea une demande officielle pour une commission rogatoire, sollicitant non seulement un mandat de perquisition pour les propriétés de Bernard et Moreau, mais aussi, et surtout, l'autorisation de mener une opération de spéléologie forensique de grande envergure. L'objectif, se rendre à l'emplacement du triangle cerclé, et percer le mur. Était une demande exceptionnelle, coûteuse et risquée, mais était la seule façon de découvrir enfin ce qu'Elara avait trouvé, et où son corps reposait. La dernière bataille allait se jouer sous terre. L'opération Valombre révélée fut lancée à l'aube du 3 octobre 2011. L'air frais du matin était chargé d'une tension presque tangible. Julien, aux côtés de la capitaine Renaud, de Léo, et d'une équipe de spéléologues gendarmes spécialisés en intervention forensique, se tenait devant l'entrée béante de la grotte. Pour lui, ce N n'était pas une simple cavité, mais le mausolée qui avait englouti sa sœur 18 ans plus tôt. Le silence à l'intérieur semblait l'appeler, un silence profond, minéral, ponctué uniquement par le goutte-à-goutte incessant de l'eau, un métronome macabre mesurant le temps écoulé depuis le drame. Chaque pièce d'eau, équipement qu'il enfilait, du baudrier à la lampe frontale, était un poids supplémentaire, non pas sur son corps, mais sur son âme. Il s'apprêtait à affronter le fantôme d'Elara dans son propre royaume, un monde de ténèbres, qu'elle avait connu mieux que personne. La progression dans les galeries initiales fut rapide, presque mécanique. Équipe se déplaçait avec une efficacité silencieuse, leurs faisceaux lumineux dansant sur les parois humides, comme des esprits agités. Puis, ils atteignirent le passage étroit que Léo avait baptisé « l'oasétreinte du Titan ». La véritable épreuve commença. Julien, peu habitué à l'effort physique de la spéléologie, sentit la panique claustrophobe le frôler, alors qu'il se contorsionnait dans la fissure rocheuse. Le son de sa propre respiration, rauque et amplifié, se mêlait au frottement de sa combinaison contre la pierre. Il suivait la carte d'Elara, tenue par Léo, chaque tournant et chaque descente, étant un pas de plus dans les dernières heures de sa sœur. Il ne se contentait pas de suivre un chemin, il revivait une agonie, sentant la solitude et la détermination qui avaient dû être les siennes. Ils arrivèrent enfin dans une salle qui se terminait par un cul-de-sac. Une paroi rocheuse, d'apparence parfaitement naturelle, bloquait tout passage. « C'est ici », murmura Léo, sa voix résonnant étrangement dans l'espace confiné. Le point du triangle et du cercle. Le silence qui s'installa fut différent, plus lourd, chargé d'une attente insoutenable. L'air semblait plus froid, comme si la pierre elle-même retenait un secret glacial. Julien posa une main sur le mur. La roche était froide, inerte. Un instant le doute le submergea. Et si Elara était simplement trompée? Et si toute cette quête haine était que le fruit de son chagrin? Mais le regard déterminé de Sophie Renaud, qui donnait déjà des ordres à son équipe technique, balaya ces incertitudes. Ils étaient au bout du chemin tracé par Elara. Il ne leur restait plus qu'à ouvrir la porte. Équipe forensique déploya son équipement, et le bourdonnement des appareils électroniques déchira le silence séculaire de la grotte. Un technicien promena lentement un magnétomètre le long de la paroi. L'appareil, d'abord silencieux, se mit soudain à émettre une série de bips aigus et rapides, son écran affichant des pics vertigineux. « On a quelque chose », annonça-t-il, sa voix trahissant une excitation professionnelle. Une masse métallique très importante. Juste derrière. Un frisson collectif parcourut le petit groupe. Ce N était plus une théorie, était un fait. Derrière cette façade de pierre, se cachait quelque chose d'artificiel, quelque chose de vaste. La carte d'Elara ne mentait pas. Le mur N était pas une fin, mais un saut. La vérité était là, à quelques mètres à peine, et ils allaient la faire éclater. La décision fut prise sans un mot. La capitaine Renaud fit un signe de tête, et l'expert en explosifs de l'équipe se mit au travail. Il prépara une petite charge de bréchage,
calculés avec une précision d'horloger pour fissurer le seau, sans provoquer un effondrement général qui les ensevelirait tous. Chaque geste était lent, délibéré, créant une chorégraphie silencieuse et mortellement tendue. Julien regardait, le cœur battant à tout, rompre dans sa poitrine. Il pensait à Elara, se demandant si elle avait senti ce même mur se refermer sur elle, si elle avait entendu le bruit de sa propre condamnation. Le temps sembla se suspendre. L'instant avant la détonation était un vide absolu, un abîme de possibilités où le secret de Valombre était encore intact, sur le point d'être violé à jamais. L'explosion fut un bruit sourd, une toux sèche qui secoua la galerie, et fit pleuvoir une fine poussière de roche. Une odeur âcre de cordite remplaça l'air humide de la caverne. L'équipe attendit, retenant son souffle. Que le nuage de poussière se dissipe lentement. Leurs lampes frontales convergèrent vers le mur. Une fissure noire, en forme d'étoile, était apparue. Et à travers cette brèche, la lumière révéla ce que tous redoutaient et espéraient, la coupe nette et lisse du béton armé. Ce N n'était pas une paroi naturelle renforcée, mais un véritable mur, un bunker souterrain, camouflé sous une fine couche de roches projetées. La preuve était là, irréfutable. Quelqu'un avait pris un soin infini pour s'assurer que cette partie de la grotte ne soit plus jamais découverte. Un endoscope fut délicatement inséré dans la fissure. L'équipe se rassembla autour du petit écran de contrôle, leurs visages tendus illuminés par la lueur verdâtre de la vision nocturne. L'image vacilla, puis se stabilisa. La caméra balaya lentement un espace immense, une cathédrale de l'horreur. Des rangées et des rangées de fûts métalliques, certains encore intacts, d'autres corrodés, éventrés, suintant une substance sombre et huileuse, qui formait des flaques irisées sur le sol. Était un cimetière industriel, une décharge clandestine d'une ampleur inimaginable. La découverte d'Elara N n'était pas quelques barils jetés à la sauvette, était un crime environnemental systémique, caché au cœur même de la montagne. La vision était si apocalyptique, qu'un silence horrifié s'abattit sur le groupe. Après avoir élargi l'ouverture, Sophie Renaud, Léo et un technicien s'engouffrèrent dans la brèche. Une bouffée d'air vicié échappa de la cavité, une odeur chimique si puissante qu'elle brûlait la gorge malgré les masques filtrants. Une fois à l'intérieur, la réalité dépassait ce que l'endoscope avait montré. La caverne était gigantesque, une salle naturelle qui avait été transformée en tombeau toxique. Des stalactites pendaient du plafond, mais là où le goutte-à-goutte rencontrait les flaques de poison, la calcite était noircie, rongée. La nature elle-même était en train de mourir ici, empoisonnée de l'intérieur. Était une scène de désolation absolue, le monument secret à la cupidité d'Alain Bernard, une cicatrice purulente cachée sous la peau de la terre. Ce fut au tour de Julien d'entrer, il rampa à travers l'ouverture, et se redressa dans la chambre secrète. L'odeur, un mélange insoutenable de solvants, de métal rouillé et de décomposition minérale, le frappa comme une force physique. Le faisceau de sa lampe balaya les fûts marqués de symboles de danger chimique, éclairant l'ampleur du désastre. Était donc ça. Était pour cette vérité qu'Elara avait été réduite au silence. Une rage froide et pure le submergea, chassant toute peur. Ce N était pas seulement le tombeau de sa sœur, était la preuve de son combat. En cet instant, il ne ressentait plus seulement du chagrin, mais une immense fierté pour la femme qui avait osé affronter seule ce monstre, armée seulement de son carnet et de sa conviction. La recherche commença, Sophie dirigea son équipe avec un calme impressionnant, quadrillant méthodiquement la vaste caverne. Ils avançaient entre les piles de fûts instables, leurs lampes sondant chaque recoin, chaque ombre. Pour Julien, chaque pas était une torture. Il scrutait l'obscurité, le cœur au bord des lèvres, à la fois priant pour la trouver, et redoutant ce moment plus que tout. Le silence était rompu que par le bruit de leurs pas sur le sol boueux, et le goutte-à-goutte régulier de l'eau empoisonnée, un son qui semblait compter les secondes de sa propre agonie. La caverne était un labyrinthe de déchets, et quelque part, dans ce dédale, se trouvait le dernier secret d'Elara, elle-même. Soudain la voix de Léo, étranglée, brisa la tension. « Ici, par ici !» Il était figé, son faisceau pointait vers une alcôve, derrière une pile de barils effondrés. Les autres se précipitèrent. Au sol, dans une dépression peu profonde, reposaient des restes humains. Un squelette, encore partiellement enveloppé dans les lambeaux d'une combinaison de spéléologie rouge,
la couleur préférée d'Elara. La position du corps était tordue, disloquée, ne laissant aucun doute sur la violence du décès. Ce N n'était pas la posture d'une personne victime d'un accident, mais celle d'un corps jeté, abandonné à la hâte. Julien s'arrêta net, le souffle coupé. Le monde autour de lui sembla disparaître. Il ne voyait plus qu'elle, enfin retrouvée, au milieu de la monstruosité qu'elle avait voulu dénoncer. Juste à côté des restes, à moitié enfoncé dans la boue calcifiée qui avait durci comme du ciment au fil des ans, un objet rectangulaire attira l'attention d'un des techniciens. Avec une infinie précaution, il le dégagea à l'aide d'une petite truelle. C était un appareil photo, un modèle argentique des années 90, son boîtier robuste l'ayant protégé. La boue avait agi comme un seau, le préservant de l'humidité et des produits chimiques. Sophie Renaud échangea un regard lourd de sens avec Julien. C était la boîte noire de l'affaire. La dernière preuve. Les photographies qu'Elara avait prises, les images qui allaient faire tomber Alain Bernard et son empire, avaient survécu, attendant patiemment dans l'obscurité pendant 18 longues années. Julien s'agenouilla lentement près du corps de sa sœur. La colère et la soif de justice qui l'avaient animé firent place à une tristesse infinie, profonde et apaisante à la fois. Il ne voyait plus un squelette, mais le visage souriant d'Elara, ses yeux pétillants de passion. Il tendit une main tremblante, sans oser toucher, un simple geste d'adieu, une reconnaissance silencieuse de son sacrifice. Le silence dans la caverne toxique devint presque sacré, une veillée funèbre improvisée. La quête était terminée. Le long hiver de son deuil prenait fin. Une seule larme, chaude et salée, roula sur sa joue et tomba sur le sol empoisonné, une dernière offrande à la mémoire de la cartographe qui était allée jusqu'au bout de sa carte. Il l'avait retrouvée, il allait enfin pouvoir la ramener à la lumière. Le retour à la surface fut une lente et douloureuse résurrection. Le corps d'Elara, enveloppé avec une dignité infinie dans une housse mortuaire, fut remonté à travers les boyaux et les galeries qui avaient été son royaume et son tombeau. Pour Julien, chaque mètre gagné sur l'obscurité était un pas de plus vers une paix qu'il n'avait pas connue depuis 18 ans. Le silence de la grotte, autrefois menaçant, lui semblait maintenant respectueux, comme si la montagne elle-même rendait hommage à celle qui avait percé son secret le plus sombre. Une fois dehors, sous le ciel gris de l'automne, l'air frais ne dissipa pas seulement l'odeur chimique de la caverne, mais aussi le poids écrasant de l'incertitude. La quête de la vérité était terminée, le temps du deuil et de la justice pouvait enfin commencer, avec pour preuve ultime ce petit appareil photo, froid et lourd, qui contenait les derniers instants de la vie d'Elara. La pellicule de l'appareil photo, miraculeusement intacte après presque 2 décennies passées dans la boue toxique, fut développée dans le laboratoire de la gendarmerie, avec une précaution quasi religieuse. Les images qui apparurent sur le papier photographique étaient plus accablantes que n'importe quel témoignage. Les premières photos montraient, avec une clarté clinique, les rangées de fûts, les logos de danger, l'ampleur de la décharge illégale. Elara avait méticuleusement documenté le crime environnemental, mais les dernières photos étaient les plus terribles. Prises dans la panique, légèrement floues, elles montraient 2 hommes, leurs visages déformés par la surprise, et la colère à la lueur du flash. L'un d'eux, massif et menaçant, était sans l'ombre d'un doute Jean-Luc Moreau, le chef de la sécurité de l'usine. L'autre, en retrait, N, était autre qu'Alain Bernard lui-même, venu superviser l'opération de dissimulation. C était la preuve irréfutable, la signature visuelle du meurtre. Forte de cette preuve photographique, la capitaine Renaud n'attendit pas, les mandats d'amener furent signés en urgence. L'arrestation de Jean-Luc Moreau, dans sa retraite isolée des Cévennes, fut menée à l'aube. L'homme, réveillé en sursaut par les gendarmes, n'offrit aucune résistance. Son visage, autrefois brutal et arrogant, était maintenant celui d'un vieil homme fatigué, dont le passé venait de le rattraper de la manière la plus spectaculaire qui soit. En voyant les photos que Sophie lui présenta, un long soupir d'effondrement sembla vider ses poumons de l'air qu'il retenait depuis 18 ans. Il ne dit rien, mais son silence était un aveu. La forteresse de mensonges qu'il avait entretenue pendant si longtemps venait de s'arrouler, écrouler, le laissant nu et sans défense face à la justice qu'il avait cru pouvoir fuir pour toujours. Placé en garde à vue, Jean-Luc Moreau ne tarda pas à passer aux aveux complets. Sa voix, monotone et dénuée d'émotion, raconta la nuit fatidique de juin 1993. Sur ordre de Bernard, il était en train de superviser le déchargement de nouveaux fûts, quand le flash de l'appareil photo d'Elara avait éclaté dans l'obscurité. Surpris et paniqué à l'idée
être découvert, Ilklès était jeté sur elle pour lui arracher l'appareil. Une lutte s'ensuivit. Dans la confusion, il l'avait violemment poussée. Sa tête avait heurté une saillie rocheuse avec un bruit mat. Elle était morte sur le coup. Affolé, il avait appelé Bernard, qui lui avait donné un ordre simple et glacial. Personne ne doit jamais la retrouver. Personne ne doit jamais trouver cet endroit. Bouchez l'entrée. Moreau avait obéi, devenant à la fois meurtrier et geôlier du secret de son patron. L'arrestation d'Alain Bernard fut un spectacle d'une toute autre nature. C'est dans sa luxueuse villa surplombant la vallée, qu'il avait jadis régné en maître, que la capitaine Renaud vint le cueillir. Contrairement à Moreau, Bernard fit preuve d'une arrogance glaciale, niant tout en bloc, menaçant Sophie de poursuite et de ruiner sa carrière. Il traita les preuves photographiques de montage grossier, et l'affaire de fantasme de gendarme en mal de promotion. Mais son masque de notable respectable se fissura, lorsque Julien, autorisé à être présent, s'avança, et posa simplement le carnet noir d'Elara sur la table, en marbre du salon. Face à cet objet, face au symbole de l'intelligence et de la détermination qu'il avait tenté d'anéantir, le vieil homme blêmit. Le fantôme de la cartographe venait de le rattraper dans son propre sanctuaire. L'empire Bernard s'effondrait. Le procès qui s'ensuivit fut l'un des plus suivis de l'histoire judiciaire de la région. Il mit en lumière non seulement un meurtre, mais des décennies de corruption, d'intimidation et un crime écologique d'une ampleur sans précédent. Les preuves étaient accablantes. Le carnet d'Elara, les photos de son appareil, les aveux de Moreau, le témoignage de l'ancien gendarme Fournier, et les analyses financières qui traçaient les paiements secrets. Jean-Luc Moreau fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre. Alain Bernard, reconnu coupable de complicité de meurtre, d'entrave à la justice, et de multiples crimes environnementaux, fut condamné à 25 ans de prison, une peine qui, compte tenu de son âge, équivalait à une condamnation à vie. La justice avait été rendue, froide, factuelle et implacable, validant chaque intuition, chaque effort de Julien et de Lelle, équipe d'enquête. Le scandale de la grotte de Valombre déclencha une onde de choc nationale. La découverte de ce cimetière toxique, surnommé par la presse « le tombeau de Valombre », devint le symbole de la face cachée d'une industrialisation sans conscience. Des expertises révélèrent que les produits chimiques S étaient infiltrés dans la nappe phréatique, contaminant les sources et les puits de toute la vallée, expliquant enfin une incidence anormalement élevée de certaines maladies dans la région depuis des années. Un chantier de dépollution titanesque, financé par la saisie des biens de Bernard et des fonds publics, fut mis en place. Il faudrait des décennies et des centaines de millions d'euros pour tenter de nettoyer les blessures infligées à la terre par la cupidité d'un seul homme, un héritage empoisonné qui survivrait longtemps aux protagonistes de l'affaire. Pour la communauté locale, la chute d'Alain Bernard fut un traumatisme profond. L'homme qu'ils avaient considéré comme un bienfaiteur, un pilier de la société, se révélait être un monstre. Ce fut une douloureuse prise de conscience collective, un réveil brutal après des années d'aveuglement volontaire. La confiance fut brisée, non seulement envers les élites locales, mais aussi envers les institutions qui avaient permis à un tel système de prospérer. La ville dut faire face à son propre reflet, celui d'une communauté qui avait préféré la sécurité économique à la vérité, qui avait fermé les yeux sur les agissements d'un homme en échange de sa prospérité. Le procès de Bernard fut aussi le procès de toute une région, forçant ses habitants à une introspection collective et à la lente reconstruction d'un pacte social basé sur la transparence et non plus sur la peur. Les funérailles d'Elara Dubois eurent lieu dans le petit cimetière du village, sur une colline faisant face au plateau de Valombre. Pour la première fois en 18 ans, sa famille et ses amis purent se recueillir devant une tombe, et non plus devant le vide d'une absence. Julien prononça un éloge funèbre simple et poignant. Il ne parla pas de sa mort, mais de sa vie. Sa curiosité insatiable, sa rigueur scientifique, sa passion pour la vérité, aussi profonde et cachée soit-elle. Il tenait dans sa main non pas une photo, mais une petite pierre calcaire qu'il avait ramassée à l'entrée de la grotte. En la déposant sur le cercueil, il ne disait pas seulement adieu à sa sœur, mais il lui rendait symboliquement ce qu'elle aimait le plus, un fragment du monde qu'elle avait tant cherché à comprendre. Le cycle était complet, la paix enfin trouvée. Libéré du fardeau de l'inconnu, Julien put enfin commencer à reconstruire sa vie. Il quitta son cabinet d'architecte, et utilisa une partie de l'héritage familial, pour créer la fondation Elara Dubois. Sa mission était double. Offrir des bourses à de jeunes scientifiques, en particulier des femmes, se spécialisant en géologie et en sciences de l'environnement, et financer des actions de sensibilisation sur les dangers de la pollution industrielle. Le carnet noir d'Elara,
après avoir servi de pièce à conviction, devint l'emblème de la Fondation, symbole de la puissance de la connaissance et de la détermination face à l'injustice. Julien ne cherchait plus à construire des murs de béton, mais à bâtir un héritage durable pour sa sœur, transformant sa tragédie personnelle en une source d'inspiration et de changement pour les générations futures. Léo Martin, le jeune spéléologue dont la curiosité avait tout déclenché, devint une figure respectée dans le monde de l'exploration souterraine. Refusant la célébrité facile, il continua ses études et devint lui-même géologue, marchant dans les pas de celle qu'il admirait tant. Il collabora étroitement avec la fondation Hélara Dubois, guidant de jeunes étudiants dans la grotte de Valombre, désormais partiellement sécurisée et transformée en site d'études. Il leur enseignait non seulement les techniques de la spéléologie, mais aussi l'éthique de l'explorateur, le respect de l'environnement et l'importance de l'observation rigoureuse. La découverte, qui avait changé sa vie, lui avait donné plus qu'une histoire à raconter, elle lui avait donné une vocation, celle de transmettre la flamme qu'Hélara lui avait, sans le savoir, léguée. La capitaine Sophie Renaud fut promue au grade de commandant, sa gestion de l'affaire Valombre étant citée comme un cadet, école en matière d'enquête sur les cold cases. Elle avait fait preuve d'une ténacité et d'une intégrité sans faille, résistant aux pressions politiques et aux menaces personnelles pour mener la vérité à son terme. Pour elle, la résolution de ce dossier n'était pas seulement une victoire professionnelle, mais la réaffirmation des principes fondamentaux de son engagement, que personne, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus de la loi, et que chaque victime, même oubliée depuis longtemps, mérite que justice lui soit rendue. Elle devint une référence au sein de la gendarmerie, un exemple de ce que la police judiciaire peut accomplir lorsque la procédure est au service de la vérité, et non du pouvoir. Finalement, la mémoire d'Hélara Dubois fut entièrement réhabilitée. Elle était plus la victime tragique d'un accident, mais une héroïne scientifique, une lanceuse d'alerte avant l'heure. Son nom fut donné à une nouvelle aile de la faculté des sciences de l'université régionale, et son histoire fut enseignée dans les écoles comme un exemple de courage civique. La grotte de Valombre, lentement purgée de son poison, devint un mémorial involontaire de son sacrifice. Le dernier point qu'elle avait marqué sur sa carte, ce triangle cerclé, n'était pas seulement le lieu de sa mort. Était devenu le symbole de sa victoire. La mémoire d'Hélara Dubois, désormais, n'est plus une tragédie, mais une épopée. Son nom est gravé non seulement sur la pierre tombale du petit cimetière du village, mais aussi sur le fronton de la nouvelle aile de la faculté des sciences. Elle est devenue une figure d'étude, un exemple de courage civique et de rigueur scientifique face à la corruption systémique. La grotte de Valombre, lentement purgée de son poison mortel au prix d'efforts colossaux, est devenue un mémorial involontaire de son sacrifice ultime. Ce dernier point qu'elle avait tracé sur sa carte, ce simple triangle inscrit dans un cercle, a cessé d'être le marqueur de sa mort. Il est devenu le symbole intemporel de sa victoire posthume, la preuve qu'une vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière, même si ce chemin doit traverser 2 décennies d'obscurité et de silence. Pour Julien, la résolution de l'affaire n'a pas seulement apporté la paix du deuil, mais un nouveau but. L'architecte qui construisait avec du béton et de l'acier, a cédé la place à un homme qui bâtit désormais avec l'héritage de sa sœur. La fondation Hélara Dubois est devenue l'œuvre de sa vie, un projet non pas de ligne et de structure, mais d'éducation et d'inspiration. Il a transformé la douleur de la perte en une force motrice, finançant des recherches, soutenant de jeunes scientifiques qui, comme Hélara, croient au pouvoir de la connaissance. Le carnet noir, autrefois une relique douloureuse, est maintenant exposé sous verre au siège de la Fondation, non comme un objet de tristesse, mais comme un phare. C'est le testament tangible qu'un seul esprit déterminé peut ébranler les fondations d'un empire bâti sur le mensonge et la peur. La vallée de Valombre porte encore aujourd'hui les cicatrices profondes de cette histoire. Le chantier de dépollution de la grotte et de la nappe phréatique, pharaonique et sans fin, est un rappel quotidien et visible du crime d'Alain Bernard. La communauté, autrefois soudée par une prospérité illusoire, est maintenant fracturée par la méfiance. La chute du patriarche a laissé un vide rempli d'amertume et de questions douloureuses sur la complicité collective. Combien savaient? Combien se sont tus par peur ou par intérêt? La vérité a libéré la vallée d'un tyran, mais elle l'a aussi forcé à se regarder dans un miroir brisé. La justice a été rendue, mais la guérison, elle, est une affaire de génération, un processus lent pour purifier non seulement la terre, mais aussi les consciences. Le destin de ceux qui ont aidé à faire éclater la vérité a également été transformé. Léo Martin n'est plus seulement le jeune spéléologue chanceux, il est devenu un géologue respecté, dont
éthique est aussi rigoureuse que ses explorations. Il enseigne que chaque descente sous terre est une responsabilité, un dialogue avec un monde fragile. La commandante Sophie Renaud, quant à elle, est devenue une figure emblématique au sein de la gendarmerie, un exemple de persévérance face aux pressions politiques et aux menaces. Pour eux, l'affaire Valombre-N n'était pas une simple enquête. Ce fut une leçon de vie, la démonstration que la justice n'est pas une abstraction, mais le résultat d'une collaboration improbable entre la curiosité d'un jeune homme, la détermination d'un frère, et l'intégrité d'une enquêtrice, tous unis par les écrits d'une femme morte depuis longtemps. L'onde de choc de Valombre a dépassé les frontières de la petite vallée. Le scandale a déclenché une prise de conscience nationale sur les crimes en col blanc environnementaux. La découverte de cette décharge sauvage a servi de catalyseur, entraînant des audits et des enquêtes dans d'autres régions industrielles au passé trouble. Plusieurs autres Valombres à plus petite échelle ont été mis au jour, révélant un schéma de dissimulation et de pollution systémique que beaucoup préféraient ignorer. Le sacrifice d'Elara, dans son isolement et son obscurité, a eu un effet domino inattendu. Sa mort a permis de sauver des écosystèmes et, sans doute, des vies humaines, en exposant au grand jour une vérité que l'industrie chimique française aurait préféré garder enfouie, pour toujours, au plus profond de ses caves secrètes. Quant aux coupables, leur chute fut aussi totale que leur pouvoir avait été absolu. Jean-Luc Moreau est mort en prison quelques années après sa condamnation, emporté par la maladie. Un homme brisé dont la loyauté aveugle l'avait conduit à commettre l'irréparable. Alain Bernard, dépouillé de sa fortune, de son honneur et de sa liberté, a fini ses jours dans la solitude d'une cellule, hanté non pas par le remords, mais par la rage d'avoir été détrôné par le fantôme d'une jeune femme qu'il avait sous-estimée. Leurs noms, autrefois synonymes de pouvoir et de respectabilité, sont devenus des symboles de honte. Leur héritage n'est que poison et béton, tandis que celui d'Elara est fait de connaissances, de courage, et d'une lumière qui continue de briller, bien après que la sienne se soit éteinte. Des années plus tard, Julien est retourné seul à l'entrée de la grotte de Valombre. Le site, autrefois marqué par les rubans de la gendarmerie et l'agitation des médias, est maintenant un havre de paix, une réserve naturelle protégée. Il n'est pas entré. Il n'en avait plus besoin. Debout au bord de l'ouverture, il a regardé le paysage. Il ne voyait plus la gueule sombre d'un tombeau, mais le berceau d'une renaissance. Le silence N était plus celui de la mort, mais celui de la nature qui reprend lentement ses droits. Il sentait la présence de sa sœur, non pas dans les profondeurs froides, mais dans le murmure du vent à travers les arbres, et dans le reflet du soleil sur l'eau de la rivière, enfin redevenue claire. Il était en paix, car il savait qu'il ne l'avait pas seulement ramené à la maison, il avait accompli sa mission. L'histoire d'Elara Dubois est finalement celle de la puissance d'une seule voix, armée de la science et de la détermination. Son carnet noir, ce simple objet de papier et d'encre, s'est révélé être une arme plus redoutable que toute la fortune et l'influence d'Alain Bernard. Il est le témoignage que la vérité, lorsqu'elle est documentée avec une rigueur implacable, possède une force indestructible. Elle peut sommeiller pendant des années, patienter dans l'ombre, mais elle ne meurt jamais. Elara a prouvé qu'un individu, même seul face à un système corrompu, peut laisser derrière lui une trace indélébile, une carte qui non seulement décrit le monde, mais qui a le pouvoir de le changer radicalement, bien longtemps après que son auteur a disparu. Son héritage est une leçon, n'ignorez jamais les détails, car c'est là que se cache la vérité. Le combat d'Elara est terminé, sa carte achevée par d'autres. Mais son histoire résonne comme un avertissement universel. Elle nous rappelle que sous la surface de notre monde, dans les profondeurs de nos sociétés, d'autres secrets toxiques, d'autres vérités dérangeantes, attendent encore que quelqu'un ait le courage de tracer le premier point sur une carte vierge. La grotte de Valombre a livré son secret, mais combien d'autres grottes, réelles ou métaphoriques, restent scellées par la peur et le silence. Et cela était peut-être que le début de quelque chose de bien plus grand. Si vous avez été touché par cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, et de nous dire dans les commentaires quelle autre affaire mystérieuse nous devrions explorer. Votre curiosité est la lumière qui nous guide dans l'obscurité.